Bonjour à toutes et tous. Bonjour messieurs. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et merci à Arnaud et Guillaume d'avoir bien introduit cet enjeu de disrupter la filière vin. La question qu'on va se poser tous les cinq, c'est pourquoi est-il indispensable de disrupter cette filière? Et le sujet, c'est de savoir comment la disrupter quand on vient d'ailleurs. Tout le monde a son micro et ça fonctionne. Pourquoi et comment la disrupter? Donc voilà la question qu'on va se poser. Et quand on s'est posé la question, on s'est dit est-ce qu'on pourrait avoir des acteurs qui travaillent dans le monde du vin mais qui n'en viennent pas ou qui en viennent, qui y sont depuis peu de temps. Donc merci à tous les quatre d'avoir répondu présents pour cette table ronde. On va d'abord se présenter et vous allez nous dire un petit peu ce que vous faites aujourd'hui dans la filière vin. On va commencer par Jean-François Lamour. Merci d'être là, Jean-François. Bonjour. Vous êtes double champion olympique, ancien ministre des Sports, et vous êtes vice-président d'Ovalto, dont une des activités est une activité dans le vin. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce groupe, s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci déjà de cette invitation à venir parler de ma vision et de la vision du groupe Ovalto. Ovalto est présidé par Jackie Lorenzetti. Jackie Lorenzetti a créé Foncia il y a une quarantaine d'années, un des acteurs principaux dans le monde de l'immobilier. Et en revendant Foncia il y a maintenant 17 ans, il a choisi de se diversifier, mais avec un objectif de valoriser le patrimoine dont il faisait l'acquisition. Donc il a construit Paris La Défense Arena. C'est un nom qui doit vous parler, c'est l'enceinte qui a accueilli les épreuves de natation des Jeux Olympiques et Paralympiques, des Jeux avec le fameux Léon Marchand qui a gagné ses 4 médailles d'or. C'est le Racing 92 aussi qui est propriété du groupe, qui évolue dans Paris La Défense Arena. Les résultats sont un peu moins bons cette saison, surtout si on le compare à Bordeaux. Ce sont aussi des activités dans le domaine agricole. Il y a 1000 hectares dans le Soissonnais, surtout de la pomme de terre, du lin, du colza, du chanvre, un peu de betterave encore, malgré les contraintes que nous impose l'Europe et la France. Et puis c'est le vin. Je pense que c'est le lien avec son épouse, qui est originaire de la région bordelaise. Donc Jackie a fait l'acquisition de 4 vignobles, rive gauche, Issan. Je salue la présence d'Emmanuel Cruz, avec qui il travaille sur Issan. Ils sont copropriétaires d'Issan, mais également Lafont Rocher et Lillon-la-Douise, qui sont sur Saint-Estèphe, et Pédesclos comme Pauillac. Et puis, pour avoir une vision plus globale du marché du vin en France, en Europe et dans le monde, il a fait l'acquisition également de LD Vins, qui est un négociant établi sur la région bordelaise. Voilà les différentes activités. Et bien sûr, toujours un pôle immobilier très puissant. Ça, c'est l'ADN de Jackie Lorenzetti. Merci Jean-François. Thierry, vous êtes dans le monde du vin depuis un peu plus de 18 mois, si je ne dis pas de bêtises, avec un ADN plutôt orienté grande consommation, Unilever, Danone, Mars, Suntory, une aventure entrepreneuriale. Vous avez dirigé Carambar & Co notamment. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là et pourquoi Schenck Family est venu vous chercher? Oui. Merci de notre invitation. Oui, moi j'ai fait mon parcours pendant 25 ans dans des produits de grande consommation, comme vous l'avez dit, Danone, Mars, Suntory, Unilever. Donc pas du tout dans le vin, j'ai toujours été passionné de vin. Et puis un jour, une heureuse rencontre avec la famille Schenck, qui est une famille suisse, qui a des vignobles depuis maintenant 132 ans, en Italie, en Espagne, en Bourgogne, en Côte-du-Rhône, en Suisse également. Donc c'est un groupe très européen. Ils produisent, ils font également du négoce. Et ils sont venus me chercher, si je puis dire, en ayant vraiment la volonté de nommer un patron du groupe qui n'avait jamais travaillé dans le vin. Donc on est au cœur de la problématique ou de la question. C'est qu'ils sont venus de façon très volontaire chercher quelqu'un qui avait d'autres expériences, du marketing, du commerce, de l'international, mais pas du tout dans le vin. Donc voilà, pour moi, c'est une chance. Passionné de vin depuis longtemps, je peux pour la première fois allier un métier et une passion. Et puis j'essaye d'apporter à ma mesure des idées peut-être un peu neuves ou un angle de vue un peu différent. Ouais. Merci Thierry. Gilles, vous êtes CEO du Petit Ballon et de Decantalo, qui est un acteur européen du e-commerce basé en Espagne. Vous avez une solide expérience, vous, dans le e-commerce. Vous avez travaillé chez Amazon, à la tête de Just Eat. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et aussi le Petit Ballon et Decantalo, s'il vous plaît? Alors, j'ai coutume de dire que j'ai commencé l'e-commerce avant que Google existe, mais aussi avant que Facebook existe, avant l'intelligence artificielle. C'est vous dire si je suis vieux.
Je dirige effectivement depuis 3 ans le Petit Ballon et Decantalo. Le Petit Ballon, c'est ce qu'on essaie d'en faire, c'est le Netflix du vin. C'est-à-dire que c'est un abonnement qui permet de recevoir 2 bouteilles par mois avec un ton qui est un petit peu singulier. Et on parlera un petit peu de ce que peut faire cette filière pour retrouver un petit peu de croissance. Mais je crois que la connexion au consommateur est un point clé et de raconter des histoires qui sont compréhensibles par tout le monde. Et ça, c'est la mission du Petit Ballon. Et sur Decantalo, là, on est plus sur l'Amazone du vin, consistant à proposer un immense catalogue, donc 10 000 références de vin, avec des prix attractifs et un niveau de service qui est excellent, dans le sens où on prépare les commandes tous les jours pour expédier dans toute l'Europe toutes ces références de plus de 10 000 vins. Et donc ces deux sociétés ont acquis aujourd'hui un bon niveau de notoriété et sont toujours 15 ans après en croissance. Et donc ça, c'est important parce qu'il n'y a pas beaucoup de... C'est difficile aujourd'hui de trouver la croissance dans ce marché. Merci Martin. Pour finir le tour de table, vous êtes consultant en stratégie, enseignant à Sciences Po, notamment un cours sur les enjeux de la filière vin, de la filière des spiritueux. Et grâce à vous, on va rentrer un peu dans le sujet. J'ai découvert un article sur Vitisphère qui nous dit « Le vin est la seule industrie en forte décroissance qui refuse les opportunités d'innovation ». Vous donnez une interview en juillet 2024 pour nous expliquer que le sujet qui fâche, c'est que l'innovation et la filière vin, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce sentiment ? Bonjour, merci de l'invitation. Effectivement, la filière vin est une filière qui a un rythme assez lent, qui est dicté par le rythme végétal, agricole, une vendange par an. Donc on va mécaniquement assez doucement. Si en plus vous avez des durées d'élevage, ça fait que il faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans avant de lancer un produit. Et ça fait que, en plus c'est un milieu très traditionnel du fait de son histoire agricole. Et en fait on est une filière qui est très peu tournée aujourd'hui vers l'innovation. Et c'est pas seulement français. Vous regardez aux États-Unis, c'est la même chose. Dès qu'il y a une bouteille qui sort avec une étiquette de Halloween, par exemple, sur l'étiquette, eh bien, elle va être dénigrée. Alors que si on se place d'un point de vue purement marketing, on devrait l'accueillir puisqu'elle élargit la catégorie. Et il y a un exemple que je cite souvent, qui est un exemple qui est assez emblématique selon moi, qui est l'exemple du vin nature. Donc il y a un petit segment du marché du vin. Je ne veux pas rentrer dans la définition technique du vin nature, on pourrait passer la nuit, mais la définition marketing, elle est assez claire. Ce sont des consommateurs plus jeunes qui payent plus cher leurs bouteilles dans des lieux de distribution très différenciés et qui forment une communauté. C'est le rêve de tout marketeur. Quelle est la réaction du monde du vin face à ce nouveau segment porteur de croissance? C'est souvent malheureusement de dire non, c'est pas du vin, ça sent mauvais, c'est pas de notre monde. Donc on a une tendance à refuser l'innovation, à être très défensif. Et effectivement, j'essaye, et ça va être l'objet de cette table ronde, me semble-t-il, de porter un message beaucoup plus offensif en disant que ce sont des opportunités et qu'il faut les accueillir en tant que telles. Merci Jean-François. Avec votre regard sur Bordeaux et un groupe dont le vin est un des investissements, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme rapport d'étonnement sur cette filière ? On a mis du temps finalement avec Jackie à bien comprendre le mécanisme qui régit la production de vin. Alors essentiellement sur Bordeaux, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il y a plusieurs éléments qui nous ont frappés. Le premier, c'est la place du négoce, à Bordeaux en particulier. Incontournable. Incontournable, c'est le négoce qui commercialise nos vins. Mais d'un autre côté, cette commercialisation qui est donc externalisée nous empêche de connaître précisément le consommateur final. On ne sait pas qui il est. On a fait plein d'essais. On est passé par le digital, on est passé par un certain nombre d'outils, de nouvelles technologies pour essayer effectivement de savoir qui finalement consommait notre vin partout dans le monde, puisque je rappelle que 2/3 de la production part à l'étranger, que ce soit en Europe, en Asie et en Amérique. On est dans quasiment l'incapacité de savoir qui consomme. Ça, c'est très perturbant pour quelqu'un qui arrive dans le monde du vin. Le deuxième élément, non pas péjoratif, mais ça manque de collectif. Voilà. C'est un ancien escrimeur qui vous parle.
c'est quelqu'un qui s'occupe du monde du rugby également, ça manque de collectif. On aimerait bien effectivement pouvoir partager beaucoup plus, pourquoi pas un certain nombre de données pour aller justement chercher des prospects, chercher des clients ou des nouveaux consommateurs là où ils sont. Ce manque de collectif, je crois, est un frein à la réponse à la crise aujourd'hui. Et tout à l'heure, on a expliqué, troisième élément, rapidement, l'investissement, il est très long. Il est peut-être même plus long qu'on pouvait l'imaginer. Je vous ai rappelé tout à l'heure que Jackie Lorenzetti a créé Foncia, c'est son cœur de métier. Foncia, on réfléchit à 5-6 ans quand on a un projet immobilier, avec sa nouvelle entité immobilière. 5-6 ans, là on voit que on s'inscrit dans le temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que quand on prend l'initiative de vouloir créer un vin blanc, par exemple, sur l'un de nos domaines, on voit 10 ans. Et ça aussi, il faut bien l'intégrer dans la démarche. Pour ça que se pencher vers des nouvelles tendances est intéressant. Simplement, nous, on ne peut pas répondre à ces nouvelles tendances aussi rapidement comme ça qu'un claquement de doigts. À chaque fois qu'on investit, on sait que c'est sur le temps long. Thierry, en préparant cette table ronde, vous me disiez que l'enjeu de la donnée était quand même central et était un de vos étonnements en arrivant. Oui, mon rapport d'étonnement, j'aime bien l'expression en 3 mots. La première chose, c'est que c'est un secteur que je trouve très centré sur l'offre et pas sur la demande, beaucoup plus sur la production et pas la consommation. On passe du temps à élaborer des vins, à essayer un peu de les vendre, d'animer des réseaux, pas beaucoup à se préoccuper de celui qui consomme et qui achète ou qui achète plus. Lié à ça, c'est un marché où moi je viens de l'industrie où on quantifie, où on étudie, et là c'est vraiment le marché de on sent, on dit, on a l'impression que. Il y a très peu de data. Or, si à un moment donné on n'a pas le bon diagnostic, il y a peu de chances qu'on ait les bonnes recettes et les bonnes solutions. Et puis le troisième point d'étonnement, c'est que pour avoir des vignobles, le groupe a des vignobles en Italie, en Espagne, mais aussi en Bourgogne ou en Suisse, on est impacté très violemment et maintenant tous les ans par le dérèglement climatique. Et je trouve que la transition est lente. Je ne dis pas qu'elle est simple, mais moi il y a 2 chiffres que j'ai découverts en arrivant dans la filière. La vigne, c'est 4% des surfaces cultivées dans le monde, 4%. C'est 25% des intrants chimiques. 25% des herbicides, des engrais, etc. Et puis, c'est 1/3 des émissions de gaz à effet de serre liées au monde agricole. Donc, c'est vraiment, il y a une disproportion. La vigne, plus que toute autre culture, a besoin de transition écologique et je trouve qu'on y va très, très lentement. Vous me disiez aussi que finalement, cette filière, elle fait peu de marketing quand vous la regardez de l'extérieur. Ah oui, donc c'est très clair. Pour moi, c'est un des principaux enjeux. On en parlera tout au long de cette table ronde. C'est d'aller voir le consommateur et de se dire comment il vit, comment il mange, comment il consomme. Si vous passez plus 3 heures à table avec entrée, plat, dessert et un bœuf bourguignon au milieu, mais si les jeunes générations commandent des plateaux de sushi sur Uber Eats, et c'est pas une caricature, c'est la réalité, vous consommez pas les mêmes vins, voire même peut-être vous ne consommez plus de vin. Voilà. Et c'est ce consommateur-là qu'il faut comprendre, qu'il faut étudier pour aller faire évoluer notre offre de vin. Ouais. Gilles, le petit ballon, ça a un peu disrupté cette filière il y a maintenant 15 ans, notamment parce que vous considériez qu'on n'arrivait pas à parler aux gens qui boivent du vin. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner votre rapport d'étonnement plus de 2 ans après être arrivé dans ce monde? Le constat du fondateur du Petit Ballon, Martin Ohanessian, il est toujours vrai. Lui, son point de départ, c'était de dire, quand on est en grande distribution devant un rayon de 200 ou 300 bouteilles, personne ne sait choisir. Parce que c'est compliqué, c'est classé par région, on ne sait pas trop avec quoi il va falloir boire le vin, à quelle température il faut le prendre, les millésimes. En fait, c'est ce qui paraît hyper simple aux gens du monde du vin est hyper compliqué pour le commun des mortels. Et tout l'enjeu, c'est de rendre les choses beaucoup, beaucoup plus simples. Et peut-être qu'un certain nombre de principes de base de cette industrie sont peut-être dépassés aujourd'hui. Et ça, c'est des vraies questions, hein. Mais les questions même des millésimes. Vous prenez les millésimes, par exemple. Vous avez à peu près 90% des bouteilles qui sont achetées en distribution qui sont bues sous 2 à 3 jours. Bon. Des gens qui gardent les bouteilles chez eux, il y en a extrêmement peu. Moi, quand je demande aux abonnés du Petit Ballon pourquoi ils sont abonnés au Petit Ballon, alors qu'il y a 3 cavistes dans leur rue, un Carrefour, un Franprix. En gros, il y a au moins, à peu près dans chaque rue de Paris, il y a au moins 3, 4, 5 opportunités d'acheter du vin.
Donc c'est étonnant finalement de le recevoir dans sa boîte aux lettres alors qu'il y en a partout. Et en général, ils me répondent deux choses. Ils me disent, un, je ne peux pas stocker. Pourquoi? Parce que mes bouteilles, je les mets dans le bas de ma cheminée haussmannienne qui ne marche plus. Et quand j'ai 3 bouteilles ou 4 bouteilles, c'est fini. Première chose. Deuxième chose, quand je vais au supermarché, je me trompe une fois sur 2. Parce que je ne sais pas trop ce que j'aime. Et une fois sur 2, bah, le choix, en tout cas, ne correspond pas à mes goûts. Et donc, trouvez-moi un système où ça va me plaire à chaque fois. Et ensuite, je n'ai pas besoin de stocker. Donc on répond à ces deux choses-là. Et du coup, raconter des histoires que les gens comprennent. Donc c'est ce qu'on a appelé, nous, le vin sans baratin, en fait. Et vous me disiez que globalement, cette filière elle a du mal à innover, mais quand même, vous sentez un frémissement. Quel frémissement et quand? Moi, j'ai senti à Wine Paris l'an dernier que la notion de casser les codes, la notion de raconter des choses que les gens comprennent, est passée un petit peu dans le discours de tout le monde aujourd'hui. Sauf que ça ne s'est pas encore... Je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il faut se rapprocher des consommateurs. Il y a une prise de conscience qu'il faut plus de data. Donc, ce qu'on discutait à l'instant, c'est que tout le monde a besoin de data, mais effectivement, quand il y a le négoce qui vend parfois un distributeur, qui vend parfois un client, des fois, entre le producteur du vin et le consommateur, des fois, il y a 3, 4 étapes. Donc, en fait, la connaissance du consommateur, elle est quand même très, très, très éloignée. Et donc là, il y a tout un enjeu, effectivement, de faire en sorte que cette prise de conscience de se rapprocher du consommateur, elle est une réalité, que ce soit par la data, par les discours, et demain, mais ça on en parlera un petit peu après, par le produit, parce que le produit doit aussi potentiellement évoluer. Ouf, tout n'est pas perdu. Dans Tout n'est votre pas rapport perdu. d'étonnement, on vient de dresser un portrait un petit peu compliqué d'une filière qui a du mal à se réinventer, mais il y a des pistes de solutions et par ailleurs, il y a des forces intrinsèques à cette filière. Thierry, si vous devez nous partager les forces de cette filière que vous avez découverte et sur lesquelles vous appuyez pour un beau groupe comme Schunk pour le développer. Oui, cette filière incontestablement a des atouts. D'abord, le produit. Le produit, c'est un produit noble, c'est un produit naturel, même si il vient pas de la terre, il est élaboré par l'homme, mais vraiment, c'est un produit qui devrait être totalement dans les tendances d'aujourd'hui aussi. Et puis, c'est un produit moi, je trouve qu'il y a une vocation qui rapproche les gens autour d'un verre de vin ou d'une bouteille de vin. Il se passe des choses formidables. Moi, j'ai un de mes actionnaires qui aime bien parler du vin comme lubrifiant social. Je trouve qu'il y a un vrai rôle, sans en faire trop, au-delà de simplement la consommation d'un produit. La deuxième, c'est un vrai métier pour avoir beaucoup de vignerons dans mes équipes, c'est un métier de savoir-faire, c'est un métier de conviction, c'est un métier de passion, et ça se respecte, et c'est très bien. Et puis après, c'est un métier aussi, par rapport au monde dont je viens, très sympa, enfin, je veux dire convivial, solidaire. Alors, nos vignerons, ils parlent des voisins, ils parlent des collègues, ils ne parlent pas de concurrents. Ça a peut-être une limite aussi, hein, c'est que à force de ne pas parler de concurrents et de parts de marché, on est quand même dans un marché qui décline, qui se casse la figure, et si on veut maintenir nos volumes ou nos ventes, à un moment donné, voilà, il faut se battre contre des concurrents. Mais en tout cas, voilà, un métier, donc, encore une fois, produit noble, convivialité, savoir-faire, expertise, conviction. Je trouve que c'est fort dans le monde d'aujourd'hui où on en manque beaucoup. Gilles, quelles sont les forces de ce monde que vous avez découvert récemment? Comme tu l'as dit, hein, je pense que la passion est encore incroyable. Et en fait, ce que vit le monde du vin, fondamentalement, actuellement, énormément de secteurs le vivent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une singularité qui est folle, en fait. C'est-à-dire que le textile souffre, les voitures souffrent, même la bière. On dit la bière, hein, tout le monde dit c'est incroyable le marché de la bière, mais le marché de la bière, l'an dernier, il a commencé de baisser. Donc en fait, la vérité, c'est que dans chaque marché, il faut trouver de la créativité et des nouvelles idées parce que rien n'est acquis aujourd'hui. C'est-à-dire que l'innovation doit être permanente dans tous les secteurs parce que sinon, tout s'écroule en fait, tout baisse, tout change. Et le vin n'échappe pas à ça, avec la spécificité que donnait Jean-François, c'est que c'est un temps long le vin. Et donc quand on veut changer quelque chose, ce qu'on décide aujourd'hui aura des effets dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ans. Donc il faut se bouger très très vite parce que sinon les consommateurs partent... eux, ils achètent demain, ils n'achètent pas dans 10 ans. Donc,
Martin, tout n'est pas foutu? Non, il y a même beaucoup d'espoir, parce qu'en fait, on est un peu refermé sur nous-mêmes. On n'ouvre pas la porte aux nouvelles générations ou aux gens qui n'ont pas la culture du vin. Le vin se transmettait par souvent les hommes, le père, le grand-père, et on est dans cette logique aujourd'hui où finalement, si vous n'avez pas les codes, vous n'êtes pas bienvenu. Mais dès qu'on ouvre les portes aux jeunes ou à ceux qui n'en consomment pas culturellement, ils sont très contents. Mais c'est à nous d'aller vers eux et pas l'inverse. Voilà. Et des exemples de succès, il y en a plein. Regardez le Hellfest, c'est un festival de musique métal à Nantes, où on boit des milliers de litres de bière. Ils ont mis un stand, c'est devenu une maison muscadée, et ils font 20 000 litres en 3 jours. Les gens en ont un peu assez de la bière et tout. Il faut juste qu'on leur donne le moyen de boire du vin. Le problème, c'est que si on reste sur des produits qui ne sont pas adaptés aux consommateurs, eh bien, adapté, ça veut dire le liquide, mais aussi le contenant, la contenance. Est-ce que la bouteille de 75 centilitres est l'avenir? Pas forcément. On consomme très différemment. Il faut juste accepter de se remettre en cause et accueillir les nouveaux consommateurs. Et on aura des très bonnes surprises. Jean-François, on se disait que le rapport d'étonnement, c'est une manière polie de dire que Jackie Lorenzetti, il saute sur sa chaise souvent quand il pense au monde du vin. Mais il y a quand même des motifs d'espoir. Oui, oui. De toute façon, s'il est allé dans ce domaine-là, c'est qu'il, comme il le fait d'ailleurs dans chacune de ses activités, il investit sur le temps long. Voilà. Ça, je pense que c'est la clé. Hein, la clé. On ne vient pas dans le monde du vin par tocade ou pour un profit immédiat. On sait qu'on s'inscrit sur le temps très long. Donc il faut apprendre. Voilà, il faut apprendre à être patient, il faut faire les bons choix, avoir aussi quand même quelquefois de bonnes intuitions, être bien entouré. Hein. Il y a très bonnes équipes. Moi, je retiens ce qu'a dit aussi Thierry tout à l'heure. Il y a des hommes et des femmes qui, tous les jours, vont dans les vignes pour fabriquer ce vin, hein, à la fois dans la vigne et puis après dans les chais. L'exemple de Pédesclos est peut-être un des exemples les plus marquants de son arrivée. Il a tout refait à Pédesclos, tout. Il a refait les chais avec ses chais gravitaires. Il a repris complètement le végétal, complètement, année après année. C'est un temps extrêmement long. Voilà. Et c'est uniquement à ce prix, avec cet effort sur le long terme, qu'on peut après sereinement, effectivement, envisager l'avenir. Avec ce bémol quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez la grande distribution, le prix moyen de vente d'une bouteille, c'est 3 euros, 3,50 euros. Voilà, donc il faut que nous trouvions le juste milieu entre cet effort sur le long terme et la réalité du marché. Enfin, en tout cas, l'essentiel du marché. Et on en parlait tout à l'heure, je ne fais pas trop le distinguo entre ces grands crus classés et le reste. C'est un moyen pour des jeunes consommateurs, ou moins jeunes d'ailleurs, d'avoir accès ensuite à ces grands vins. Une des préconisations, on y reviendra tout à l'heure, mais je la donne, c'est pourquoi pas finalement promouvoir beaucoup plus les seconds vins des grands crus classés, qui jusqu'à encore quelques années étaient considérés comme des vins de moindre qualité, mais qui sont maintenant aussi bien vinifiés que les grands vins, aussi bien vinifiés, avec autant d'attention par les œnologues et par les équipes. Ça, je pense que c'est un bon moyen d'amener des nouveaux consommateurs à la consommation des grands vins et des crus classés. C'est pas facile dans une période de crise, de déconsommation, d'export tendu, de se projeter. Et par ailleurs, vous investissez dans le bio, dans la RSE, tous à votre niveau. Si vous devez donner une photographie et de ce que vous appelez de vos voeux pour cette filière, comment est-ce qu'elle peut évoluer pour vous, Gilles? Qu'est-ce que vous voyez pour demain? Alors je pense qu'il y a des tendances. Donc on parle beaucoup du Nolo, on parle beaucoup des bouteilles légères, on parle beaucoup des vins plus légers, plus fruités, plus frais. Donc ça, c'est sûr que chacun doit trouver dans ces tendances des choses sur lesquelles il va pouvoir tenter des expérimentations. Après, il y a aussi des choses qui sont permanentes. Et souvent, Jeff Bezos, par exemple, dit souvent, tout le monde s'intéresse aux nouvelles tendances, mais il faut aussi regarder ce qui est stable, parce qu'on en est relativement sûr. Donc ce qui est stable, c'est quoi? C'est que les gens veulent de la convivialité, par exemple. Ça, c'est une sorte de besoin fondamental. Les gens veulent des communautés, ils veulent se rapprocher les uns des autres. Donc ça, le vin a un rôle fondamental en fait dans ces évolutions. Et par ailleurs, ce qui est important, je pense, à comprendre, c'est que en innovation, et en particulier quand on va dans la disruption, qui est une innovation qui est radicale, il faut tenter des choses et accepter de perdre.
Moi, j'ai travaillé chez Amazon. J'ai vu Amazon tenter un site d'enchères, un moteur de recherche, un smartphone et tout louper. Et simplement, à un moment, ils ont fait AWS. AWS, boum, aujourd'hui, c'est le leader mondial du cloud et c'est ce qui fait tout le résultat d'Amazon. Et c'est ça la vérité de l'innovation. C'est qu'il faut lancer des tas de trucs pour repérer ce qui va marcher et ensuite le pousser très fort. Au petit ballon, par exemple, on a lancé des différentes initiatives, on va dire l'an dernier. Il y en a à peu près, alors je vais vous donner une qui a loupé, une qui a réussi, par exemple. On a lancé, par exemple, une bouteille en carton, innovant, bonne réaction des abonnés, mais pas réalisable at scale, à l'échelle. Pourquoi ? Parce que la bouteille en carton, elle vaut 1,50 € plus cher que la bouteille en verre pour nous. Donc forcément, dans le modèle économique, ça heurte. Mais c'est une bonne expérience parce qu'on a testé. Ce produit est sympa, mais derrière, ce n'est pas faisable. À l'inverse, on a lancé un jeu qui s'appelle Vinconito, qui permet de recevoir 3 bouteilles à l'aveugle et qui permet de faire une soirée où on va jouer avec le vin. Donc les bouteilles, elles sont déjà cachées. Il y a tout un contenu autour de ça. Ça, énorme succès. Rupture de stock à la fête des pères, rupture de stock à Noël. On a plus de 10 000 exemplaires vendus de ces 3 bouteilles. Et là, on va le relancer cette année dans une nouvelle forme. Et pourquoi ça marche ? Parce que là, on a touché quelque chose qui est le ludique. On a fait du vin un produit ludique. Et typiquement, voilà, ça c'est une innovation qui a marché et il y en aura d'autres en 2025 puisque nous, notre ADN, c'est de trouver des idées et des angles qui sont un petit peu nouveaux. Thierry, quand vous pensez innovation dans le monde du vin, vous pensez à quoi ? Je pense que ça, on en a parlé à plusieurs reprises. Je pense que l'innovation est la clé. Pour moi, en tout cas, une des clés fondamentales. C'est important de bien comprendre ce qu'on appelle l'innovation. C'est pas des choses totalement nouvelles ou bizarres ou excentriques. C'est simplement pour moi l'innovation, adapter notre offre de vin aux consommateurs d'aujourd'hui, au pluriel, parce qu'il n'y a pas un consommateur, il y a des consommateurs. Faire en sorte, en termes de couleur, de degré d'alcool, de contenant, de caractéristiques organoleptiques, que tout le monde y trouve son compte, par rapport à des moments de consommation qui peuvent être différents, qui vont être tantôt un apéritif, tantôt un apéro dînatoire ou un repas un peu light, parfois un repas sans viande et puis parfois un grand repas. Enfin voilà, vraiment. Mais l'innovation pour moi est la clé et tu l'as dit Martin, c'est un monde qui est réticent à ça. Moi j'ai des vignerons quand je leur parle d'innovation, ils me disent mais on voit bien que tu viens pas de ce monde-là. Non, c'est simplement, encore une fois, proposer les vins que les consommateurs d'aujourd'hui veulent. La deuxième chose, c'est que pour moi, rendre le vin accessible. Gilles l'a dit, il y a beaucoup de consommateurs qui aujourd'hui ne consomment plus ou consomment moins parce qu'ils sont perdus, parce qu'on leur parle de choses trop compliquées pour eux et donc ils vont vers de la bière ou vers d'autres boissons beaucoup plus accessibles. Je ne parle pas de prix seulement, je parle vraiment de ce qu'on leur raconte et comment on présente les vins. Voilà, moi j'avais juste envie aussi de témoigner. Dans le groupe, on a des vignobles un peu partout en Europe. Notre filiale qui s'en sort le mieux aujourd'hui, c'est l'Italie. Et je trouve ça intéressant. Pourquoi ? Je trouve que les Italiens, en tout cas, innovent plus, sont plus agiles, sont plus pragmatiques. Ils sont aussi portés par la gastronomie italienne, qui est aujourd'hui reconnue mondialement. On mange très très bien, c'est pas que des pizzas et des pâtes, il y a des choses très très bonnes, mais c'est une gastronomie qui est très accessible et qui porte le vin italien. J'avais envie de vous montrer juste une innovation. Voilà, non pas pour faire de la pub, mais pour vous montrer ce que j'entends par... c'est notre filiale italienne qui a lancé donc, sur l'une de nos grandes marques italiennes qui s'appelle Masso Antico, cette bouteille un peu étrange, qui est tout simplement un vin qui vient des Pouilles, dans nos domaines un Primitivo, alors, qui est totalement dans certaines tendances, c'est fruité, c'est frais, ça se met au réfrigérateur. L'étiquette même change de couleur, elle change de couleur pour montrer à quel moment le vin est prêt à être bu. C'est un vin qui peut venir concurrencer un rosé ou un vin blanc. Et je trouve que c'est intéressant, sans complexe. Ils ont mis ça sur le marché il y a 1 an. Ça commence à bien démarrer, c'est déjà vendu dans une vingtaine de pays. Voilà, s'autoriser ça, mais continuer évidemment à produire des grands Bordeaux aussi. Martin, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cet enjeu d'innovation dans la filière et est-ce qu'il y a encore de l'espoir ? Alors, de l'espoir, bien sûr, et pour rebondir là-dessus, notre problème, c'est compliqué parce qu'on a actuellement, partout dans le monde, et c'est très vrai en France, les plus de 50 ans qui pèsent les 2 tiers de la consommation, alors que c'est qu'1 tiers de la population, et ce n'est pas eux qu'il y aura demain. Et ce n'est pas un produit pour eux.
Le problème, c'est qu'il faut qu'on continue à faire les produits qu'on a toujours fait, parce que c'est eux qui vont payer les factures pendant un moment encore, tout en préparant l'avenir et en attirant des nouvelles générations au vin. Donc, c'est pas, il n'y a qu'un faucon, c'est très complexe, il faut faire les deux, mais il ne faut absolument pas se refuser de faire de l'innovation, d'accepter l'échec inhérent à l'innovation. Hein. Et l'espoir, pour moi, pour donner une illustration, actuellement, on en a parlé à plusieurs reprises, il y a de moins en moins de repas à table selon le modèle traditionnel que moi j'ai connu enfant. Et on voit dans toutes les grandes villes de plus en plus de livreurs en vélo électrique, en moto, avec des sacs qui apportent des repas. C'est des repas déstructurés, c'est des repas où si on déjeune ensemble, je vais être sushi, tu vas être indien, que sais-je. Voilà. Et en fait, si vous commandez sur ces plateformes, vous pouvez acheter des boissons rafraîchissantes, vous pouvez acheter de l'eau, vous pouvez acheter de la bière, mais vous n'avez pas de solution vin. La bouteille de 75 centilitres n'est pas la solution. Donc déjà, si on commençait par ça, c'est très pragmatique. Hein. Là, il y a une nouvelle façon de consommer et il faut qu'on trouve l'offre qui corresponde à cette façon. Et je pense que là, on a un boulevard. Voilà, il faut juste accepter de faire les choses différemment. Jean-François, quand on regarde d'autres secteurs, comme vous le faites chez Ovalto au quotidien, s'il y avait des motifs d'espoir ou des manières d'investir pour Ovalto dans le vin, quels seraient-ils et qu'avez-vous envie de partager avec nous aujourd'hui sur la manière dont vous envisagez ce monde-là ? Déjà, on n'a pas arrêté l'investissement, hein, on continue. Hein. Alors, on est plus regardant effectivement à la dépense, mais on n'a pas du tout freiné l'investissement et le regard positif. Vous en conviendrez, là, tous les quatre, on a parlé un peu en défensive aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il faut reparler du vin avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de positivité. On a vu un certain nombre de pistes intéressantes. S'il y avait vraiment des éléments forts, le premier, c'est essayer de toucher, nous, producteurs, le consommateur final. Pour ça, on ne pourra le faire qu'avec l'aide de l'ensemble de la filière et utiliser toutes les nouvelles technologies et toutes les données à notre disposition pour bien définir quels sont le profil de cette diversité de consommateurs. Un autre élément assez typique à Bordeaux, vous en conviendrez également, c'est qu'on a toujours dit le vin de Bordeaux, il est fait pour être gardé. Non, il est fait pour être bu. Et tout de suite. Et on a des millésimes là, qui sortent, des livrables qui sortent, ils sont bons à boire. Alors on peut les garder, mais je pense que dans la tête du consommateur, une des pistes importantes qu'il va falloir petit à petit lui inculquer, c'est qu'il peut boire le vin, effectivement, qu'il achète chez le caviste, qu'il achète par l'intermédiaire du petit ballon. Il peut le boire tout de suite. Ça, je crois que c'est une transformation culturelle qui est vraiment très, très, très importante et qui va nous permettre un peu de retrouver une forme de sérénité et de casser un certain nombre de barrières. Je vous citais tout à l'heure l'autre exemple, c'est celui de l'accès à ces grands vins par les seconds vins, qui sont d'une excellente qualité. Et jusqu'à maintenant, on se freinait effectivement un peu en réservant notre communication et notre marketing sur le grand vin et pas suffisamment sur le second. Donc on a toute une palette d'activités et toute une palette d'actions à mener, mais un élément, alors ça c'est la référence au sport, jouons collectif. Si on ne joue pas collectif, on ne s'en sortira pas. On voit effectivement les vins italiens, ils sont plus agiles, on les sent peut-être plus enthousiastes également. On a tellement de valeur, on a tellement de potentiel en France, quels que soient les vignobles, qu'on est capable de renverser la table. Merci, on va essayer de faire ça tous ensemble. Gilles, quand on est patron du petit ballon, on les met où ces ressources en 2025 ? On les met justement pas mal dans l'innovation. Moi, par exemple, j'ai réorganisé toute l'année 2025 sur 7 grands projets sur lesquels la plupart des équipes sont investies. Donc c'est 7 grands projets de choses qu'on ne faisait pas en 2024, qu'on ne faisait pas en 2023. Et tous ces projets, sur les 7, il y en a probablement 5 qui vont aboutir, probablement 2 ou 3 qui vont marcher, et un qui sera le grand succès. Mais pour ça, il faut mettre ses petits chevaux sur plusieurs projets parce que personne n'a la science infuse et on ne sait pas en fait. C'est compliqué tant qu'on n'a pas testé quelque chose, quoi. Et si j'en dévoile un tout petit peu, on travaille beaucoup justement les objets, c'est-à-dire comment on rend le vin plus séduisant, plus simple à offrir aussi.
Et puis naturellement, il y a l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup à Paris depuis hier, mais qui est un enjeu parce que l'intelligence artificielle peut répondre justement à ce besoin de progrès sur le vin que les consommateurs, certains en tout cas, veulent faire pour progresser et savoir ce qu'ils aiment, par exemple. C'est difficile de savoir ce qu'on aime avant d'avoir goûté 1000 vins, en fait. Mais l'IA peut aider à ça, notamment, nous, on a une question, par exemple, qu'on adore poser en cave. Vous demandez à quelqu'un, quel est le vin qui vous a produit la plus grande émotion? Quel est le vin dont vous vous souvenez particulièrement? Et essayez de m'expliquer un tout petit peu pourquoi. Et à partir de cette information, on est capable de faire des recommandations. Alors, les cavistes savent extrêmement bien faire ça en général, mais c'est vrai qu'on arrive à reproduire cette expérience avec l'IA. Nous, on est en train d'entraîner beaucoup l'IA avec les conseils d'Antoine Pétrus, qui est double veilleur envoyé de France, qui est notre chef sommelier. Et on donne du contenu à l'intelligence artificielle pour essayer de dire, et si tout le monde avait Antoine Pétrus en face de lui, qu'est-ce qui pourrait se passer comme conversation? Et ça, c'est fascinant, parce qu'on va pouvoir développer des nouvelles expériences par rapport à ça. Thierry, le message d'espoir, c'est quoi sur cette filière quand vous la regardez? Alors moi, si j'avais un rêve, un seul, ça serait de réconcilier nos vignerons et les consommateurs, qui sont aujourd'hui deux mondes qui sont loin, trop loin, qui ne se parlent pas, qui se connaissent mal. Si on arrive à ça, on a gagné. Il n'y a aucune raison que cette filière ne puisse pas repartir en croissance. Mais encore une fois, si on arrive à mettre en adéquation ces vignerons qui font un métier passionnant, de passionnés, de savoir-faire, de conviction, avec ceux qui, encore une fois, vivent aujourd'hui très clairement différemment, mangent différemment, achètent différemment. Si on réussit ça, il n'y a aucune raison que ça ne reparte pas. Martin, tu auras le mot de la fin. Grosse responsabilité après tout ce qu'on a appris pendant 45 minutes. Non, mais je vais paraphraser ce qu'on a tous dit et ce qu'a très bien dit Jean-François. Au football américain, ils ont des équipes de défense et des équipes d'attaque. Eh bien, nous, on est avec notre équipe de défense depuis des années, une décade, deux décennies. Eh bien, il faut juste qu'on mette sur le terrain notre équipe d'attaque et qu'on change d'état d'esprit. Et on va y arriver. Voilà. Merci à tous les quatre pour votre temps et tout ce que vous avez pris aujourd'hui. Bonne journée.